Bonjour à tous. 2 jours d'échanges, de rencontres, de décryptage autour des grands enjeux qui animent nos territoires. Voilà pour le programme du Congrès des villes de France. On a déplacé Smartech dans cet événement. Nous tournons en direct sur un studio partagé avec le média Parole d'élus. Et je vais avoir avec moi 2 grands invités. Valentin Goethals, journaliste pour Parole d'élus. Et Denis Thuriot, maire de Nevers, président de Nevers Agglomération, qui préside depuis 2023 la mission Écoterre France et Territoires numériques et la commission numérique de l'association Ville de France. Voilà un portrait parfait pour répondre aux questions de Parole d'élus et de Smartech. Pour ce Smartech Parole d'élus spécial Congrès des villes de France, nous sommes donc en compagnie de Valentin Goethals, journaliste pour Parole d'élus, et Denis Thuriot, maire de Nevers et puis président de la commission numérique de l'association Ville de France. J'ai découvert par ailleurs que de formation, vous étiez avocat. J'imagine que ça donne un prisme un peu particulier sur les questions du numérique, notamment en matière de protection des données. Bien, bonjour à tous, je le suis toujours, avocat d'ailleurs, ce qui est compliqué de tout cumuler quand on vient du privé. Et figurez-vous qu'en 2008-2009, j'étais bâtonnier de la Nièvre et j'ai testé le RPVA, qui est le réseau privé virtuel avocat. Alors à l'époque, mes confrères me prenaient un peu pour un fou, mais il s'avère qu'aujourd'hui et depuis longtemps, on ne peut pas travailler en tant qu'avocat sans être connecté devant les tribunaux, presque tous. Il reste encore les tribunaux de commerce, on est en retard. Ouais. Et donc, c'est pas un choix. C'est une façon de travailler qui a changé et le numérique est partout. Donc, c'est pas une option. Il est dans nos vies quotidiennes, parfois peut-être un peu de façon superfétatoire, mais beaucoup dans l'obligation des professions qui ont évolué, dont celle d'avocat, effectivement. Avec une préoccupation, j'imagine, sur la protection des données. Peut-être que vous avez plus que n'importe qui d'autre de vos concitoyens à Nevers, non ? Oui, alors sans doute un peu plus, mais de toute façon, oui, il faut rassurer parce que, vous voyez, nos citoyens sont à la fois fascinés, on va parler d'intelligence artificielle aussi, ils sont fascinés, ils en ont peur et ils le craignent, et parfois c'est le cas aussi de professionnels. Donc aujourd'hui, tout le monde a pris le train du numérique, du digital, et dans ma profession, effectivement, je l'ai dit, on ne peut pas échanger, par exemple, des conclusions, recevoir un jugement, ça se passe par un réseau privé virtuel avocat extrêmement sécurisé. Mais oui, je suis aussi conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté et nous avons des relations avec la région extrêmement sécurisées à tel point que au début de ce nouveau mandat, j'aurais bien voulu tout consolider sur un seul outil informatique et je ne peux pas. Je suis obligé d'avoir un outil spécial région parce que les niveaux sont extrêmement sécurisés. Tant mieux, ça nous rassure. Tant mieux, voilà. Valentin, Parole d'élus installé au Congrès des villes de France. Bon, c'est une histoire, voilà, ça fait des années. Déjà. Pardon ? Assez ancienne ouais, déjà. Assez ancienne. C'est ce sujet du numérique qui vous intéresse, travailler au sein des territoires, auprès des collectivités, des élus. Vous le voyez évoluer, grandir, ce sujet du numérique ? C'est vrai que ces dernières années, il y a eu vraiment une évolution. Alors il y a les pionniers comme Monsieur Thuriot qui est depuis des années effectivement répond favorablement quand il est question de partager les bonnes pratiques, aussi d'innover, aussi de tester, parfois peut-être aussi de prendre le risque de se planter, on peut le dire, parce qu'on n'a pas toujours des réponses toujours parfaites, mais c'est toujours ce côté justement pionnier. Et puis oui, on voit qu'il y a des thématiques, ne serait-ce que l'IA par exemple, les années précédentes, c'était pas question en fait, ça ne faisait pas partie des tables rondes. Demain, il y aura une table ronde spécifique sur l'IA. Donc, on voit effectivement que cybersécurité, IA, ce sont vraiment du coup des enjeux qui aujourd'hui sont dans le vocabulaire, dans les préoccupations, dans les enjeux et aussi, je pense, dans les budgets des collectivités. Bon, alors c'est un plateau qu'on partage exceptionnellement ensemble, Valentin, aujourd'hui. Donc, on va vous poser des questions, Denis, tous les deux. Ça va arriver des deux côtés. Moi, je me suis renseignée un peu sur vos axes de politique numérique. Vous portez ce label de numérique responsable. Qu'est-ce qu'on entend par numérique responsable, notamment quand on est un élu local ? Oui, je pense que c'est une question qu'on devrait tous se poser parce que moi, vous avez rappelé mon métier, avocat, je ne suis pas un geek, mais je me suis intéressé à la chose depuis longtemps, au monde moderne, mes enfants m'y ont un peu aidé aussi, et puis quelque part, en responsabilité d'élu, évidemment qu'on se doit d'être attentif aux besoins de la population et au monde qui évolue tellement vite aujourd'hui. Donc l'idée, ce n'est pas de voir le numérique comme une fin en soi, mais c'est comme un outil, comme un moyen
d'améliorer la pénibilité au travail, d'améliorer l'accès, la rapidité d'accès aux services publics, par exemple. Donc on peut le voir de façon très positive à condition de le maîtriser, et plus encore l'intelligence artificielle, on y reviendra sans doute en détail. Donc effectivement, vous l'avez dit, moi j'aime bien expérimenter, j'aime bien tester, au risque parfois de se tromper, mais je ne dis pas que je suis un champion de l'échec, parce qu'on aime bien réussir aussi. La preuve pour les municipales, sinon on ne serait pas là pour en parler, mais plus sérieusement, je pense que nous les élus, enfin moi j'aime bien ça, c'est tenter des choses, c'est mesurer le risque comme un chef d'entreprise, mais c'est aussi parfois oser et sortir des clous, parce que si on fait la même chose, et moi j'avais besoin de relancer une ville par exemple, j'avais fait la même chose qu'avant et c'était pas ce que je portais, et donc je me suis beaucoup lancé dans le digital, le numérique. J'ai créé un salon d'innovation qui prend un grand envol aujourd'hui, qui est alternant au Québec et en France par exemple, c'est le seul salon sur 2 continents à la fois. On va l'organiser en Afrique l'année prochaine parce qu'on nous le demande, ça va être le salon africain d'innovation, on nous le demande en Inde aussi. Alors moi je suis pas organisateur d'événements, mais c'est pour vous dire que ça peut partir de relations entre des villes, moi que j'appelle plutôt médianes, entre les grandes villes et les campagnes. Il y a les villes médianes, ces villes de province qu'on a un peu oubliées qui se relancent. Et la preuve, moi je prétends avoir un peu relancé avec mes équipes Nevers grâce à l'innovation, où on est un peu reconnu dans ce domaine. J'ai toujours dit l'innovation c'est capital, et aujourd'hui je dis que je suis un petit capital de l'innovation en tentant des choses aussi nouvelles. Donc c'est important, mais par contre qu'on s'adresse à nos concitoyens. Et vous avez nommé un conseiller municipal qui est attitré en charge du territoire intelligent, qui recouvre beaucoup de choses. Exactement. Et j'ai un peu tâtonné au départ, et c'est pour ça que j'ai créé ce réseau des villes médianes innovantes, en parallèle avec Ville-de-France qui est évidemment partenaire. Oui. Mais l'idée, c'est pas de dire j'ai trouvé ça et je le garde. On va tous s'inspirer de ce que font les autres et on trouve des idées qui nous font gagner du temps et de l'argent. Donc c'est vraiment un travail de coopération, et mon salon s'appelle le Sommet international d'innovation en ville médiane. C'est vraiment de la coopération, même internationale, entre pays. J'avais aussi des échanges très réguliers avec Israël et la Palestine pour dépolitiser la chose. Et évidemment, c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais on avait commencé par là, par le DLD à Tel Aviv et tous les grands salons tech, Barcelone, Vivatech, etc. Donc pour revenir au conseiller territoire intelligent, qu'est-ce que ça recouvre? Qu'est-ce que c'est un territoire intelligent? J'ai un élu à l'agglomération, et pour moi je suis parti plutôt de Smart City, où on nous reproche de parler de trop anglais, et ça réduit à la ville dans l'absolu si on traduit littéralement. Territoire pour moi c'est déjà à l'échelle d'une agglomération comme la mienne qui comporte 14 communes, et c'est d'emmener tout le monde des plus petites communes à la ville-centre dont je suis le maire. Donc je vous ai dit, j'ai tâtonné parce qu'on se dit, est-ce qu'on commence par le transport, est-ce qu'on commence par l'habitat? En fait, il faut tout faire en même temps. Il faut tout mener de front et il faut essayer de coordonner tout ça. Et c'est ça qui n'est pas simple. Ouais. Et donc, j'ai gardé un élu municipal justement au numérique, à l'innovation, et un élu vice-président d'agglomération, plus général, au territoire intelligent qui concerne les 14 communes en même temps, qui fait un peu le chef d'orchestre. Par exemple, donc il est transverse, il va s'intéresser au sujet d'infrastructure. Nous avons une application qui s'appelle Nevers Agglo dans ma poche, qui est très évolutive. On va ajouter une touche d'échange avec les concitoyens en direct avec les élus. Mais si vous voulez savoir combien il y a de places, par exemple, de stationnement, il y a des capteurs dans les rues principales de Nevers. Vous savez si vous pouvez y aller ou pas, s'il reste une place ou pas. Ça vous évite de tourner inutilement. Vous avez besoin de savoir ce que vont manger vos enfants à l'école. Vous avez le menu, et puis vos enfants sont plus scolarisés. Vous l'avez plus. Vous enlevez, c'est des petites briques très faciles. J'ai voulu une seule porte d'entrée. Ça, c'est la traduction du territoire intelligent. Mais le territoire intelligent, c'est finalement de tout coordonner, de tout capter. Et ça, grâce à l'intelligence artificielle, ça va s'accélérer. Mais comme vous me demandiez tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que justement du numérique, je ne sais plus votre terme, mais pour moi, c'est responsable. C'est montrer, parce que moi, je ne suis pas d'une étiquette politique écologie, mais je suis d'une éducation écologique. Pour moi, l'écologie est dans l'éducation avant tout. C'est montrer qu'on peut partir sur les moyens nouveaux qui consomment, si on n'y prend pas garde. La 5G consomme moins que la 4G, sauf qu'elle permet beaucoup plus d'usage, donc in fine, si vous l'utilisez tout le temps, vous consommerez plus. Mais dans l'absolu, non, la technologie fait des progrès. Donc c'est de montrer qu'on peut quand même être attentif à l'environnement en développant la tech, et c'est de montrer aussi qu'on peut être développement durable, j'ai envie de vous dire un peu en même temps. Et aujourd'hui, on a des outils. Sans ces outils-là, on ne pourrait pas être développement durable à ce point-là. Exemple, aujourd'hui, mon taux de distribution d'eau, il est efficient à 90%. La moyenne en France est 70%. C'est-à-dire une époque où l'eau va devenir de plus en plus chère. Je ne perds entre guillemets que 10%. Et on essaye d'avancer en plus avec l'IA prédictive sur les fuites d'eau. Donc vous voyez, on peut cumuler le respect de l'environnement et le déploiement des nouvelles technologies. Et je me suis aussi lancé dans l'éthique numérique qui est responsable. Donc on a le 2e salon cette année, en fin d'année à Nevers, sur l'éthique du numérique. Et c'est démontré qu'évidemment, on est, et ça c'est aussi dans le cadre de l'IA, respectueux des données, souverain de nos données, pas les revendre, parce qu'on est aussi des marchés pour les revendre. Donc voilà, il y a une éthique derrière tout ça.
Et c'est pour ça qu'on peut être tech, mais on peut respecter aussi l'humain. Et la tech, elle est au service de l'humain et pas l'inverse. Oui, puis ça crée les conditions de la confiance qui sont quand même nécessaires. Valentin. Oui, j'avais une question du coup sur l'exemple justement de Nevers dans ma poche, où vous dites que finalement vous faites évoluer cette application. Derrière, ça veut dire, j'imagine, que vous avez en tête aussi le risque d'obsolescence, le risque d'être finalement pieds et mains liés face à une techno. Vous avez dès le départ embarqué ça pour que les outils évoluent? Exactement, le numérique responsable, c'est dire on renouvelle nos ordinateurs peut-être tous les 7 ans au lieu de tous les 5 ans. On privilégie des ordinateurs qui ont été reconditionnés plutôt que du neuf. On sait qu'ils dureront peut-être un peu moins longtemps, notamment en termes de batterie, mais c'est aussi une démarche d'économie circulaire qui crée une économie locale en plus, un écosystème économique. Et puis voilà, c'est pareil pour les téléphones, c'est pareil pour un tas de choses. Et de plus en plus, on recycle, il faut montrer l'exemple, il ne faut pas gâcher, comme on dit, y compris dans la tech, il y a moyen de redonner vie et pas forcément être consommateur à outrance. Donc c'est vrai que vous avez raison, c'est une démarche globale dans laquelle on doit emmener tous les services, tous les agents. Et ça, c'est pas toujours facile, mais c'est pour ça que je fais parfois des réunions globales. Parce que quand vous dites, allez, je pars dans le territoire intelligent, celui qui fait le balayage mécanique le matin, il va se dire, c'est pas pour moi. Quelque part, c'est aussi pour lui. Par exemple, son planning, il va être travaillé dans le cadre du territoire intelligent par des outils informatiques. Et donc, c'est mettre de personnes de côté déjà dans nos agents. Puis après, c'est pas accentuer la fracture numérique avec nos populations, mais c'est la réduire. Et ça, je vous dirai tout à l'heure comment on s'y prend. Ah, vous faites du teasing. Je peux vous le dire maintenant, oui. Si vous êtes impatiente. Comment on s'y prend? Alors moi, les conseillers numériques, je n'ai pas attendu que le gouvernement les mette en place. J'en ai déjà créé un. Et je ne l'ai pas créé là où les gens connaissent bien, ou dans le monde industriel, ou dans le monde de la tech. J'ai créé au Centre communal d'action sociale pour les gens qui n'ont pas toujours les moyens d'avoir des outils numériques, pour les gens qui ne maîtrisent pas forcément, de faire ce qui est le b.a.-ba dans la vie aujourd'hui, les relations avec la sécurité sociale, les relations avec la caisse d'allocation familiale. Donc, moi, mon premier conseiller numérique, il était, et il est toujours là, situé au CCAS, et il s'occupe de ceux qui sont les plus éloignés du numérique. En termes de moyens, pendant la Covid, tous les maires ont fait des efforts, mais j'ai prêté beaucoup d'ordinateurs à des familles qui n'en avaient pas pour que leurs enfants puissent continuer de travailler et suivre l'école à distance parfois. Donc évidemment, tous les maires sont au service de leurs concitoyens. On essaye de trouver les bons moyens. Mais cet exemple-là, après, j'ai développé des conseillers numériques, 7 sur l'agglomération, 4 sur la ville-centre, pour justement associer toutes les communes à ce que les gens passent chez eux jusqu'à la mairie chez vous. Et je pense notamment aux personnes impotentes ou très malades. Ouais. On peut faire un acte, on peut sortir un acte d'état civil chez eux plutôt qu'à se déplacer ou envoyer quelqu'un. Donc c'est ça le numérique aussi au service des autres et au service de l'humain. J'ai une question sur un des sujets qui va arriver de plus en plus souvent sur la table du maire, c'est les data centers. Quelle est votre position là-dessus ? Que j'essaye d'en créer un, aidé peut-être par la Caisse des dépôts, à la fois sur l'investissement et sur la gestion. Aujourd'hui, il en faut. Pourquoi il en faut? Parce que d'abord, moi, je crois beaucoup, et j'ai pu le tester à Tel Aviv à l'époque, à Jérusalem, dans la société Mobileye, qui équipe pratiquement tous les véhicules dans le monde des systèmes aujourd'hui en fonction des niveaux d'autonomie. Mais la voiture autonome existe déjà. Simplement, c'est la réglementation qui est toujours après et qui doit s'adapter. Mais nous, la conviction derrière tout ça, c'est qu'il faut encore une fois qu'on soit dans la maîtrise du sujet et qu'on accompagne les gens à cette transition qui est très forte pour eux. Donc c'est la raison pour laquelle on a un rôle, nous, de maîtriser le sujet, nous, de l'encadrer, et puis après de faire des propositions très concrètes d'usage. D'accord. Donc vous dites, c'est un atout d'avoir un data center aujourd'hui dans son agglomération. Alors pourquoi ? Parce que je vous parle de véhicules autonomes. Il faut que les véhicules autonomes puissent être, entre guillemets, téléguidés, et ça passera par des data centers de proximité. Après, ce qu'on se pose comme question, c'est l'impact aussi d'un data center sur l'environnement. On sait que ça consomme beaucoup. Après, les méthodes de refroidissement ne sont plus les mêmes. Elles ont été souvent à huile, par exemple, qui sont consommateurs d'énergie. Aujourd'hui, il y a des systèmes beaucoup plus performants. Et finalement, j'ai bien fait de prendre un peu de temps. Je suis allé en visiter un certain nombre pour me rendre compte. Et ce que je voudrais, c'est un data center avec l'agrément santé. Parce que les données de santé sont immenses. On voit qu'on est souvent l'objet d'attaque, et même les plus petites communes comme les villes médianes, comme nos hôpitaux, au contraire, on est encore plus vulnérables. Donc c'est aussi d'un degré et un niveau de se protéger par la cybersécurité qui est un sujet dans le sujet quelque part et qui est un nouveau sujet. Moi j'ai même un élu à la cybersécurité, maintenant en 2020 j'y avais pas pensé, mais c'est nécessaire également. Donc les data centers, ça nous permet d'avoir une autonomie de territoire, ça nous permet d'avoir un maillage de territoire, et si demain on aura des véhicules autonomes, en tout cas sur les grandes voies ou des navettes en ville, j'ai été la première ville en France à tester navette
Navia, la navette autonome de Keolis, uniquement sur l'espace public. Et j'ai donné de ma personne puisque les gens avaient peur de mourir en montant dedans. Donc j'ai fait beaucoup de tours avec. Vous êtes très courageux. Avec vous. Alors, cela étant dit, il faut bien se tenir parce qu'elle était réglée prudentiellement. Donc dès qu'elle freinait, si vous ne tenez pas, vous finissez dans le pare-brise. Mais je suis encore en vie. Évidemment, ça a progressé. Valentin. Oui, j'avais une question là, sur la souveraineté, parce que du coup, ça aborde. Et puis finalement, il n'y a pas si longtemps, c'était un peu tabou et maintenant c'est devenu un peu tarte à la crème. On parle de souveraineté numérique un peu partout. Et vous avez tout à l'heure parlé de coopération. Alors, est-ce que du coup, vous êtes finalement un petit peu à côté, ou en tout cas, est-ce que vous voyez les choses différemment par rapport à ces souverainetés ? Vous avez dit le CIVIM, du coup, vous travaillez avec des pays du monde entier. Voilà, quel est pour vous comment on ajuste justement cette notion de souveraineté et ne pas se couper de la coopération ? Oui, mais ça, on peut articuler les choses. Travailler en coopération, c'est pas renoncer à sa force, à sa richesse et à ses données. Pour moi, d'abord, il est important de le décliner à plus haut niveau. Le Premier ministre a annoncé 655 millions d'euros pour accélérer la transition vers l'intelligence artificielle pour que la France soit souveraine. Et aujourd'hui, on dépend beaucoup de systèmes étrangers. Et ça, c'est important. Ensuite, c'est peut-être voir si on fait un système d'intelligence artificielle européen, parce qu'on est aussi parti sur une souveraineté européenne. Donc la souveraineté, elle est à plusieurs niveaux. Un niveau européen, un niveau pays, un niveau France. Et puis elle doit être aussi par territoire. Vous savez, je le disais tout à l'heure, on est très sollicité pour vendre nos données. Je crois qu'on trahirait la confiance de nos concitoyens. On n'est pas là pour faire du chiffre. On est là pour parfois générer quelques recettes, mais c'est rare. On est là en tout cas pour dépenser correctement l'argent public. Et on est là pour rassurer nos concitoyens. Et vous avez des gens... alors, vous voyez, exemple, moi qui suis avocat encore, même si on ne fait plus trop de divorces contentieux, mais aujourd'hui, vous avez un divorce à faire, vous voulez trouver des choses sur votre adversaire, vous allez sur Internet, vous allez trouver des tas de choses que la personne ne dira jamais à quelqu'un. Mais par contre, elle le met sur les réseaux de façon un peu inconsciente. Bon. Je prends cet exemple-là parce qu'on peut le retrouver dans le cadre des collectivités où, on l'a vu, quand on est objet d'attaque, c'est souvent du chantage. Et pour révéler les données de nos concitoyens, nous, on doit les protéger un maximum. Donc, pour protéger un maximum, il faut mettre à peu près 15% de notre budget informatique dans la cybersécurité pour avoir à peu près un niveau. Mais vous savez, c'est un peu la course du chat et de la souris. 15%, c'est pas mal. C'est ce que vous faites ? Oui, c'est ce qu'on essaye de faire. On a augmenté notre budget. Et là, on met 15 000 € sur les usages IA en plus, hors cybersécurité, parce qu'on en fait de façon un peu désordonnée. Et vous savez, pour en venir à l'intelligence artificielle... De l'IA dans les services municipaux ? Oui, exactement. C'est-à-dire des chatbots qui vont répondre à toute heure du jour et de la nuit ? Je me suis rendu compte, et beaucoup de mes collègues aussi, que nos agents, ils utilisent l'IA sans nous le dire. Ah bah oui. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont peur que l'IA, comme quand il y a eu l'informatique, les remplace. Et moi, ce n'est pas du tout ma perspective. C'est au contraire de voir comment l'IA peut accroître l'efficacité, comment l'intelligence artificielle peut, sur certains métiers, réduire la pénibilité, et notamment les tâches répétitives. Et ça, qu'un robot fasse ce qui est un peu enquiquinant, pour parler poliment, c'est pas très dérangeant si ça laisse du temps à l'agent pour nous donner davantage de sa plus-value par le métier qu'il sait faire. Donc moi, c'est ma réflexion, mais je comprends que quand vous êtes l'agent, vous pouvez vous dire, oh là là, si le maire il sait que je fais ça avec de l'IA, j'ai fait un petit discours pour le 11 novembre, c'est compliqué d'être original avec l'IA, et un discours propre, les gens n'ont pas vu la différence. Il faut donner un petit peu de chaleur, mais aujourd'hui, même l'IA régénérative, vous sortez un premier document, puis vous dites rends-le-moi plus chaleureux, plus humain, et il vous le rend plus chaleureux, plus humain. C'est bluffant. Après, l'idée, c'est pas d'être remplacé, mais c'est vraiment d'avoir une facilité sur des choses qui ne sont pas les plus passionnantes à faire. Et c'est en cela qu'on mène en ce moment, en tout cas dans ma collectivité agglomération, qui inclut la ville, évidemment des ateliers pour réunir, pour dialoguer, pour assurer, pour écouter, et pour leur dire, moi je vous donne le feu vert pour travailler avec l'IA, ça ne me dérange pas à partir du moment où le travail est fait. Et je m'engage à ne pas vous dire, si maintenant votre boulot il est fait par l'IA et que ça vous prend 5 minutes au lieu de 30, c'est pas pour ça, je vais vous donner d'autres choses à faire, vous inquiétez pas. Et pour autant, si on se projette un petit peu avec tout ce qui est courbe des âges et finalement potentiellement moins d'actifs, est-ce que ça veut dire que vous vous projetez aussi pour peut-être parfois avoir peut-être moins d'emplois, enfin moins d'agents, ne serait-ce que parce que la courbe de l'âge est comme ça? Est-ce que vous y pensez déjà ou c'est... Ouais, alors vous voulez dire aussi, puis en général sur les difficultés de recrutement parfois, même quel que soit l'âge, mais on sait effectivement qu'en ce moment la natalité est un peu en berne, donc effectivement il y a une difficulté pour les générations à venir et pour les recrutements à venir. Bon, comme je le dis de façon humoristique, un bon hiver rigoureux peut relancer la natalité, mais ça c'était quand il n'y a pas le chauffage central. Donc de façon plus sérieuse, il faut qu'on fasse
face à ça, oui, c'est deux faces qui s'enchaînent. Et donc, pour moi, l'objectif, c'est de faire du prédictif aussi par la gestion de la GPEC par l'IA. Comme on peut gérer aussi des risques accidentogènes par l'IA. Comme on peut faire de plus en plus de prédictifs. Je vous parlais de mon réseau d'eau. Aujourd'hui, ce dispositif qu'on a inventé, mes services de l'eau de l'agglomération ont inventé avec l'entreprise Lacroix, je la cite, nous permet de faire du prédictif s'il y aura une fuite là un jour et quand. Alors, je ne vous dis pas que c'est pile à 100%, mais par contre, on sait qu'on aura à renforcer le réseau qui ne se voit pas, peut-être avant l'heure, peut-être mettre quelques moyens, mais qui vont nous faire des économies de fonctionnement. Donc c'est pareil pour les agents. Exemple, nos assemblées, ce qu'on appelle la gestion des assemblées, des conseils municipaux, des conseils d'agglomération, aujourd'hui, on est aidé par un outil d'IA qui facilite grandement le travail de nos agents, qui évite parfois des heures supplémentaires parce qu'on sait très bien, la veille des conseils municipaux, c'est un peu le coup de bourre, il y a les délibs au dernier moment, il y a les délibs à changer. Avec l'IA, c'est peut-être plus confortable, c'est peut-être plus économe pour la collectivité qui n'aura peut-être pas à payer d'heures supplémentaires. Donc vous voyez, faut bien viser, il faut faire de la dentelle pour se dire non, je ne sacrifie pas les agents, par contre je les fais travailler autrement, mais ça ne peut pas se faire comme pour les usages citoyens, sans l'accord des agents, comme sans l'accord des citoyens, il faut emmener tout le monde. Et c'est ça le rôle qu'on a, nous les élus. On a eu un débat, une discussion sur le sujet de la sécurité au quotidien sur ce plateau Parole d'élus, donc avant ce Smart Tech. Quel est votre point de vue là-dessus, sur l'utilisation, le recours aux nouvelles technologies? Je pense aux drones, je pense aux caméras augmentées par intelligence artificielle. Est-ce que vous faites partie justement des adeptes en disant c'est super, ce sont des nouveaux outils qui vont nous aider à amener plus de sécurité? Ou est-ce que vous regardez ça justement, parce que vous parlez d'éthique, avec la préoccupation du risque, d'ultra-surveillance et comment rester dans un climat de confiance finalement sur la protection de la vie privée? Alors Nevers n'est pas Chicago, mais on a nos problématiques comme partout, de réseaux de trafic de drogue qui s'est développé, comme partout malheureusement, de points de deal, de gens qui ont des comportements insécures, et ça, dire qu'il n'y a plus personne qui sera insécure, c'est pas possible, c'est dans le comportement humain de certains. Par contre, il faut pouvoir l'empêcher. Moi, en 2014, il y avait 0 caméra à Nevers. C'était encore très politisé. Et donc j'ai dit, dans mon programme politique, j'ai dit, je ne ferai pas de vidéoprotection, je poserai la question de savoir si les gens veulent de la vidéoprotection. Et j'ai fait cette démarche et ils ont été une grande majorité à la demander. Donc j'ai installé une trentaine, puis une soixantaine de caméras. Et au deuxième mandat, puisque je suis à mon troisième, j'ai dit, est-ce que vous voulez qu'on aille plus loin? Parce qu'aujourd'hui, on stagne un peu. Est-ce que vous voulez de la vidéoprotection dynamique? C'est-à-dire des agents assermentés qui surveillent jour et nuit les caméras, les écrans, c'est-à-dire avec un CSU, un centre de contrôle urbain, et pouvoir intervenir s'il le faut, voire pouvoir anticiper une agression quand on voit qu'il y a un comportement pas très correct. Aujourd'hui, on a plus de 300 caméras. J'attends que la police nationale prenne le relais la nuit. J'ai augmenté la durée de ma police qui est intercommunale, qui couvre plusieurs communes jusqu'à 2h du matin. Donc la police nationale doit faire le raccord la nuit et on aura une surveillance 24/24. Ça permet quoi? Ça permet aussi des choses très intelligentes. Quand quelqu'un fait un malaise parce qu'il fait trop chaud, personne n'a appelé les secours, nous appelons directement les secours, on sauve des vies, même hormis l'aspect insécure. Mais ça permet parfois d'interrompre, parce que j'ai toujours une équipe qui doit être prête à partir, c'est une obligation de résultat qu'on se met sur nous, donc ça permet d'interrompre une infraction, de limiter les conséquences d'une agression, donc je trouve que le système est intéressant. Mais aujourd'hui, moi je suis prêt à aller plus loin. Et quand je dis je suis prêt, dans l'esprit, je pense dans celui de mes concitoyens, et aussi techniquement. Par contre, j'ai mis en place un comité d'éthique avec des associations, des citoyens, pour surveiller comment ça se passe. Vous vous doutez bien qu'en tant qu'avocat, je suis très soucieux des libertés individuelles et en tant qu'élu, je suis très soucieux des libertés publiques. Donc, il faut que je fasse encore une fois en même temps. C'est compatible, donc. Mais oui, je ne suis pas schizophrène. C'est un équilibre à trouver. On est un peu parfois funambule. Et donc, aujourd'hui, moi, j'ai des caméras qui sont prêtes, si on me donne l'autorisation, par l'intelligence artificielle, à reconnaître des plaques minéralogiques de véhicules volés qui passeraient devant. On peut aller jusqu'à la reconnaissance faciale un jour. Je l'ai connu, je l'ai testé en Chine parce que j'ai une vie jumelée chinoise. Je ne sais pas si c'est souhaitable. Il faut aussi nous donner nos limites. Et puis on l'a vu pour les gilets jaunes. Moi, j'avais installé un drone au-dessus de la cathédrale et j'anticipais les mouvements. Et je regrette qu'on n'autorise pas nos polices intercommunales à disposer de drones. Aujourd'hui, la gendarmerie, dans certains cas, est autorisée, pas les polices intercommunales. La ministre qui est intervenue tout à l'heure a parlé de cette loi qu'on attend tous. Il y a des maires volontaires, il y a des maires qui ne le sont pas.
je le respecte. Moi, je suis volontaire et je souhaite aller plus loin parce que c'est pour la bonne cause. Et aujourd'hui, même moi, je ne me rappelle plus où il y a des caméras dans ma ville. Quand vous n'avez rien à vous reprocher, vous retirez de l'argent d'un distributeur bancaire, vous êtes filmé, vous allez au parking, vous prendre votre voiture, vous êtes filmé. J'ai envie de vous dire souriez. Et puis vous souriez dans la rue parce que c'est plus sympa. Mais on n'est pas là à vous espionner. Par contre, on est là à augmenter le niveau de sécurité. Et on voit que si on ne prend pas ça en main politiquement, c'est une montée des extrêmes. Donc pareil, c'est un moyen de rassurer nos concitoyens. Valentin. Il y a beaucoup de sujets, donc je ne sais pas si on va réussir finalement. Il nous reste 4 minutes à peu près. Cette émission à tout traiter. J'aurais voulu peut-être si on pouvait revenir sur MetaCity, savoir où est-ce que ça en est. Je crois que c'était un projet qui était financé au niveau européen. Et puis versus les jumeaux numériques, il y a des collectivités qui font plutôt le choix des jeux numériques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les deux et où est-ce que vous en êtes justement dans... Oui, alors sur MetaCity, c'est un projet européen qui implique de partir avec d'autres communes, d'autres pays. Et c'est un échange de partage intéressant, parler de coopération entre pays, voire entre continents. Moi, je me suis rendu compte que les villes médianes au Québec, elles avaient le même problème que nous. Je ne connaissais pas à la base. Et c'est comme ça qu'on a essayé de faire ce salon commun, parce qu'il y avait à peu près les mêmes enjeux. Donc pareil, c'est de faire les bonnes pratiques en matière de déploiement du territoire intelligent, et donc de le faire conjointement avec plusieurs pays, avec des financements européens aussi, ce qui est intéressant, parce que ça ne coûte pas beaucoup aux collectivités directement. Et c'est un programme dans lequel on s'inscrit, avec des déplacements, avec des découvertes, et avec des retours de bonnes pratiques pour mieux gérer la ville, mieux accompagner nos concitoyens dans les cas d'usage au quotidien. Et vous me parliez de le deuxième sujet, c'était quoi? MetaCity? Les jumeaux numériques. Les jumeaux numériques. Alors ça, c'est excellent pour faire de l'expérimentation, parce que vous testez effectivement sur votre double et de ce que vous voulez. Exemple, moi j'ai fait cartographier une bonne partie de la ville de Nevers, voilà, dans mon dernier mandat, et je compte bien m'en servir aujourd'hui pour réaménager une ville. Et vous voyez qu'en plus les conditions de dérèglement climatique vont nous obliger à les réaménager encore plus autrement. Donc c'est la raison pour laquelle par du jumeau numérique on peut vivre les choses un peu comme le BIM en matière d'architecture, où vous êtes vraiment le BIM, hein, c'est un dispositif qui vous permet vraiment de... J'ai fait une piscine comme ça, vous êtes dans votre piscine et vous avez le résultat avant que la première pierre soit posée. Donc vous n'avez pas de mauvaise surprise, parce que des fois vous inaugurez des trucs, bon, vous dites je vais faire ça, puis quand vous avez le résultat, vous êtes un peu déçu. Donc ces technologies par les jumeaux numériques, ça nous gagne du temps, ça nous gagne de l'argent. Alors, il faut développer un peu des systèmes, mais derrière, on peut s'amuser. Et quand vous faites un jumeau numérique de votre ville, vous pouvez vraiment expérimenter beaucoup de choses. Sur la circulation, vous voyez, moi, je vais remettre en cause la circulation, le stationnement qui est en zone bleue et qui est offert à Nevers. Qu'est-ce que veulent les gens 8 ans après ce système? Moi, ça me fait perdre 1 million d'euros de recettes. Je l'avais fait pour relancer le commerce, qui est extrêmement difficile aujourd'hui à relancer. Est-ce que les gens veulent toujours ça? Est-ce qu'ils veulent autre chose? Donc, je le fais aussi par la voie numérique. Je les consulte par la voie numérique, par la voie papier, parce qu'il y a encore des gens qui le veulent. Mais en tout cas, nous, ça va me permettre de faire des démonstrateurs. Mon salon d'innovation, il est aussi par un démonstrateur. Les gens se promènent dans l'école de demain, la rue de demain. Et le prochain, je ne le révèle pas, qui sera sur moi à Nevers en 2027, on sera dans des démonstrateurs numériques. Aujourd'hui, ils étaient physiques, demain, ça sera numérique. Donc c'est pareil, c'est un peu l'idée du jumeau numérique. On va reconstituer de façon virtuelle tel endroit de façon très précise. Et donc, on peut jouer à voir comment on l'aménage d'une façon ou d'une autre. Donc c'est un gain de temps, de coût, qui est formidable, et c'est une façon de travailler qui est beaucoup plus rapide et qui parle aux gens, parce qu'on peut leur montrer leur rue demain. Aujourd'hui, on leur explique, on leur dit il y aura peut-être un arbre là, mais quand ça va être inauguré, l'arbre il va faire ça parce qu'il faut le temps que ça pousse. Vous savez, les gens aujourd'hui, c'est un petit peu mieux que la photo pareil, ouais, dessinée par ordinateur. Voilà, merci beaucoup, Denis Thuriot, d'avoir été avec nous dans ce grand entretien qui est tourné donc à l'occasion du Congrès des villes de France et en collaboration avec le média Parole d'élus. Merci beaucoup, Valentin, aussi d'avoir été avec moi pour poser ces questions. On se retrouve très vite pour un nouveau Smart Tech.